Oh chouette, une nouvelle crème. Bon, on va regarder par curiosité qu'est-ce qu'il y a dedans. Alors, ingrédients. Oh punaise, mais c'est écrit tellement petit. C'est comme les conditions générales dans un contrat d'assurance. On n'arrive rien à lire. Alors attends. Aqua, paraffinium, liquidum, céramico-cristallina, glycérine, alcool, eucérite, paraffine, panthénol, magnésium, sulfate, décyloléate, octylodécanol, aluminium, cétérate, citrique, acide, magnésium stéréate, lémonène, je sais pas, géranium, hydroparfum. Ouais, alors j'ai plutôt l'impression que c'était une potion magique de druide plutôt qu'une crème. Hein. Bon, allez, je repose ça, je vais utiliser ma bonne vieille crème. Les cosmétiques et leurs composants, qu'on se le dise, c'est comme la potion magique dans Astérix. Certains druides composent leur mélange avec tellement de choses bizarres et improbables que si on savait tout, ou que si on s'y intéressait vraiment, on consommerait différemment. Sauf que voilà, comme la potion magique d'Obélix, on pense en avoir besoin. On pense en avoir besoin pour combattre les vilains romains et on retourne acheter cette crème pétrochimique qui nous bouche nos pores mais qui promet une éternelle jeunesse. Aujourd'hui, je rencontre Emma, une jeune druide qui est tombée très tôt dans la potion magique des cosmétiques. Sauf que voilà, Emma est une vraie druide. Si, je vous le promets. Soucieuse de l'impact de son activité sur l'environnement, elle confectionne et choisit scrupuleusement elle-même ses produits, ses matières premières. Allez, écoutez cette rencontre et laissez-vous bercer par cette jolie leçon d'humilité. À vos casques. Bienvenue sur Inosmose, le podcast bienveillant qui met en avant des êtres de lumière qui ont décidé de faire le bien. Des gens brillants qui œuvrent chaque jour dans l'ombre à la construction d'un monde idéal. Le podcast vous est présenté par Rose, éternel enfant hypersensible qui se découvre quotidiennement et qui partagera ses conseils et astuces pour une vie plus légère. Inosmose te mettra des good vibes dès le matin et te fera comprendre que tu n'es pas seul dans ta barque. Psst, laisse-moi te dire quelque chose. Seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. Et ça, c'est pas moi qui le dis, hein. Bonjour Emma. Alors, de formation universitaire et puis après quelques voyages dans le monde entier, tu as décidé d'ouvrir ta société, donc l'aventure Forêt Bleue, en 2017. Oui. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus ? Oui. Alors donc j'ai créé la marque Forêt Bleue, qui est une marque de cosmétiques naturels, artisanaux, donc fabriqués à la main, en Suisse, principalement à Genève et aussi dans le canton de Vaud. Et voilà, c'est encore moi qui m'occupe de la plupart de la fabrication, sauf la partie savonnerie qui est faite maintenant dans le canton de Vaud. Et puis j'ai commencé tout récemment à travailler avec une entreprise qui emploie des personnes qui ont notamment un handicap ou disons d'autres raisons pour lesquelles elles sont habituellement exclues du marché de l'emploi, qui elles s'occupent maintenant de la préparation de mes colis, de l'étiquetage et de la mise en étui de mes produits. Et moi j'avais une question, pourquoi Forêt Bleue ? Le nom. Oui. Alors en fait j'aime beaucoup manger, je suis très gourmande et puis j'adore la forêt noire en dessert et puis du coup j'avais envie de partir un peu de là et puis je me suis dit forêt bleue ça fait forêt pour le côté nature, vert, écologie, etc. Et bleu pour moi c'est aussi une couleur qui évoque beaucoup la nature, le ciel, l'eau, la mer et aussi la propreté et donc aussi quelque part les cosmétiques. Et voilà, je trouvais que ça allait bien ensemble et puis quand j'imagine une forêt bleue, j'imagine un peu une forêt un peu poétique, féerique, voilà, où il y aurait des petites fées qui seraient peut-être mes produits, si on va un peu loin. Voilà, un petit peu de magie et de rêve. Okay. Et comment ça se fait que tu es tombée dans la cosmétique ? Alors, moi, à la base, je voulais pas forcément travailler dans ce domaine-là, mais c'est un domaine qui a toujours été un peu dans ma vie et proche de mon cœur parce que ma mère était esthéticienne. Du coup, quand j'étais petite, elle avait un institut de beauté juste en dessous de chez nous. On habitait au premier étage, elle était au rez. Et donc, j'ai passé beaucoup de temps, j'ai beaucoup de souvenirs d'enfance à essayer ses produits. J'allais avec elle acheter chez ses fournisseurs, j'essayais ses nouveautés, etc. Même des fois, quand elle était en soins avec ses patientes, je rentrais dans l'institut, je l'aidais à épiler, enfin bref, je chatouillais les pieds de ses clientes. Donc voilà, pour moi, c'est un domaine qui a toujours un peu fait partie de ma vie. Puis après, j'ai plutôt fait des études pour travailler, je voulais travailler dans l'humanitaire à la base, j'ai commencé un peu dans ce domaine-là. Puis je me suis assez vite rendu compte que j'avais pas forcément envie de faire ça toute ma vie. Et en parallèle, j'avais commencé déjà depuis un bon moment à fabriquer un peu des produits pour moi. J'avais
j'avais commencé par les produits d'entretien, puis un peu les cosmétiques. Et puis c'est devenu un peu un hobby. En fait, au départ, je faisais ça dans une démarche plutôt écologique, un peu zéro déchet, tout ça. Puis finalement, je me suis rendu compte que j'aimais bien ça, puis que je faisais beaucoup trop de produits pour être dans une démarche écologique. Et puis voilà, petit à petit, je me suis rendu compte que je passais un peu tous mes week-ends à chercher des formules, à faire des essais, à offrir des produits autour de moi, etc. Et l'idée s'est un peu imposée toute seule, en fait. C'est venu naturellement. C'est venu vraiment toute seule. Je me suis pas dit j'ai envie d'être entrepreneur, qu'est-ce que je pourrais faire. Non, j'ai jamais eu envie de ça. C'est plutôt j'aime bien faire mes produits. Est-ce que je peux pas plutôt en faire mon métier plutôt que de m'ennuyer au bureau, quoi. Et est-ce que tu as dû faire des formations pour pouvoir... Oui. Donc quand j'ai commencé un peu à avoir cette idée, du coup je me suis renseignée un peu sur ce qu'il y avait à ce niveau-là en Suisse, et donc j'ai suivi plusieurs formations vraiment cosmétiques naturelles, artisanales dans le canton de Vaud. Et puis c'est là que j'ai un peu vu ce qui était faisable, quelles étaient les normes, enfin est-ce que c'était possible déjà d'être une petite marque en Suisse. Et en Suisse on a un environnement au niveau législation un peu plus clément que dans l'Union européenne par exemple, donc c'est possible, plus à partir de l'année prochaine, mais d'être une petite marque de cosmétiques en Suisse. Donc voilà, c'est là que je me suis dit on y va, quoi. Ouais, d'accord. Et dans mon premier podcast, je parlais notamment de peur de sortir de ses habitudes, de sortir de sa zone de confort, etc. Il n'y a pas un moment où tu t'es dit mais mon Dieu, qu'est-ce que je fais? Mais je me dis ça tous les jours en fait aussi. Ouais, non, c'est vraiment l'entrepreneuriat, c'est vraiment je parle au nom de tout le monde, mais je pense que c'est pour tout le monde, c'est vraiment un ascenseur émotionnel. C'est tous les jours, on a une bonne idée, on reçoit une bonne nouvelle, on est trop excité, on est trop content comme on l'a jamais été, et puis 10 minutes après, on pense à un truc, et puis on est complètement paralysé, on dort pas la nuit. Enfin, c'est tout le temps, on a tout le temps des doutes, mais en même temps, on a aussi des moments où c'est trop chouette en fait. Et c'est vraiment. Cette peur, elle te quitte jamais. Non, bien sûr, t'as toujours. Pouvoir vivre de ce que t'aimes, que c'est ça. Les plus, au final, contrebalancent les moins, mais oui, la peur, le risque, c'est toujours là. Puis moi, j'ai aussi une personnalité un peu stressée, angoissée de manière générale. Bon, donc voilà. Pour les gens qui ont peur et qui sont. Oui, c'est quand même possible, c'est quand même possible, mais il y a des périodes où je dors pas bien, quoi, clairement, mais voilà, ça vaut la peine. Ça va. En ce moment, ça va. Ok, ouais. Ça va. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des valeurs que veut véhiculer ta marque? Oui. Alors bon, évidemment, il y a le côté naturel, il y a le côté qui est pour moi totalement lié au côté écologique. Généralement, dans les cosmétiques naturels, on va être avec des cosmétiques qui sont biodégradables, donc qui vont pas être polluants quand ils retournent à la nature. Au contraire de la plupart des cosmétiques conventionnels qui sont généralement pas biodégradables. Il y a aussi, surtout dans la fabrication, quand on travaille en artisanat, donc généralement en petite quantité, ça nous permet d'ajuster en fait notre fabrication vraiment aux besoins, et du coup d'avoir très très peu de gaspillage. Ça, c'est vraiment toute une partie en fait de pollution qui est engendrée par cette industrie que la plupart des gens voient pas en fait. C'est que c'est ça. Voilà, les grandes marques, elles ont des énormes labos, des énormes usines, et elles fabriquent en quantité énorme, et du coup très régulièrement elles vont se retrouver obligées de détruire une partie de leur stock, soit parce qu'elles ont changé une composition d'un produit ou un packaging, ou qu'il y a une nouvelle réglementation, ou pour diverses raisons, et ça engendre énormément de gaspillage et de pollution. Une valeur que j'avais envie aussi c'est une valeur, mais c'était important pour moi de faire des produits qui soient unisexes, parce que je trouve que ça fait plus aucun sens aujourd'hui d'avoir des produits, quand je vais à la... pas pour citer de nom, mais au supermarché, et puis que je vois le coin femme avec du maquillage et des produits tout roses, et puis le coin homme avec des trucs bleus et gris moches qui sentent toujours la menthe, le boisé, c'est toujours les mêmes odeurs. Je trouve ça triste. Je trouve que les hommes aujourd'hui produits pour femmes, labellisés pour femmes, sont plus chers. Et puis là, pour le coup, je trouve que quand même dans ce domaine-là, les hommes sont désavantagés, dans le sens qu'ils ont très peu de choix, quoi. Au final, tous les produits pour hommes, ils ont toujours les mêmes odeurs, c'est toujours la même chose, c'est un peu toujours les mêmes textures, voilà. Toute la journée, c'est toujours des packaging tristes, et voilà. Donc pour moi, c'était important de faire des produits qui sont labellisés unisexes, mais sans pour autant faire un truc tout noir ou tout blanc, mettre quand même des couleurs et des odeurs fleuries ou de fruits, parce que les hommes aiment ça aussi. Un homme a le droit d'aimer la rose, ou je sais pas. On peut être viril et aimer ce genre d'odeur et de texture ou de couleur. Donc voilà, ça c'était important aussi pour moi. Il y a l'aspect local qui était important pour moi aussi. Je voulais vraiment être une marque suisse avec des produits fabriqués en Suisse. J'achète mes matières premières en Suisse. Après, évidemment, en cosmétique, on est obligé de travailler avec des ingrédients qui
qui sont produits ailleurs dans le monde. On peut pas tout faire avec ce qui se fait en Suisse, mais j'achète quand même auprès d'un fournisseur suisse. Je sous-traite maintenant la préparation de mes commandes, etc. à une entreprise genevoise. Donc voilà, j'externalise vraiment le moins possible. Enfin, j'externalise rien pour l'instant. Donc voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour de ça. Ouais. Et alors, pour expliquer un petit peu, parce que moi j'avoue, quand je rentre dans un magasin, je suis toujours perdue de me dire qu'est-ce que j'achète. Est-ce que j'achète du bio? Est-ce que j'achète du non testé sur les animaux? Est-ce que j'achète une petite marque? En fait, c'est tellement une jungle, le cosmétique. Qu'est-ce que tu pourrais nous conseiller? Où est-ce qu'on peut regarder pour consommer mieux? Je pense que c'est difficile de répondre à cette question parce que je vais pas dire... Enfin, il n'y a pas des marques qui font tout juste et d'autres qui font tout faux. Ça dépend vraiment des valeurs de chacun. Il y a des gens pour qui le fait que ce soit un produit vegan, c'est super important. Ils s'en foutent qu'il y ait du plastique dedans tant que ça, c'est pas... tant qu'il n'y a pas des animaux. Le tester sur les animaux, il faut aussi faire très attention avec ça. C'est que c'est interdit en Europe de tester les produits sur les animaux. Il y a énormément de marques qui jouent un peu sur ce marketing, disons, enfin, qui utilisent ça comme un argument en marketing, ce qui est illégal, c'est de la concurrence déloyale. Aujourd'hui, en Europe, on ne trouve pas de produits qui sont testés sur les animaux. Il y a le cas de certains ingrédients qui, généralement, s'ils peuvent être aussi utilisés pour un autre usage, notamment pharmaceutique, pourront dans certains cas, si c'est vraiment nécessaire, être testés sur les animaux, typiquement certaines huiles essentielles ou la soude caustique ou des choses comme ça qui peuvent être utilisées ailleurs. Après, généralement, surtout en cosmétique naturelle, les marques, quand elles achètent leurs huiles essentielles, elles regardent si c'est testé sur les animaux ou non. Enfin, c'est très logique. En fait. Voilà, pour moi, c'est un peu une problématique qui n'existe plus vraiment chez nous depuis, ça fait depuis 2013 qu'il n'y a plus. Après, le seul cas qui est encore, et là encore, je crois que c'est en tout cas en train d'avancer, je ne sais pas si ça a déjà changé, mais c'est qu'en tout cas, je pense encore jusqu'à aujourd'hui, la Chine est le seul pays au monde qui oblige aux marques de tester sur les animaux pour pouvoir vendre en Chine. Ouais. Donc, il y a les cas des marques qui vendent vraiment partout dans le monde et aussi en Chine. Ces marques-là, elles sont obligées de faire des tests sans animaux pour le monde. Et en Chine, par contre, elles vont faire une autre série de tests en Chine par des labos chinois sur des animaux parce que c'est obligatoire pour ce marché-là. Après, il y a quand même énormément de marques qui, à cause de ça, boycottent ce marché-là ou qui ne vendent qu'en ligne parce que si quelqu'un passe commande sur Internet et demande à se faire livrer en Chine, là, on n'a pas besoin de tester les produits sur les animaux. Donc voilà, ça peut être un truc, voilà, c'est de boycotter les marques qui vendent dans des boutiques physiques en Chine, par exemple. Ouais. Mais après, voilà, quand on demande à une petite marque suisse si elle teste sur les animaux, non, personne ne va s'amuser à aller faire des tests sur les animaux. Il y a plus de labos qui font ça ici. Et on n'a aucun intérêt, c'est illégal. C'est ça. Et si on teste nos produits, c'est pas pour le fun de tester ces produits parce qu'on en a envie, c'est parce que la loi le demande. La loi exige qu'on teste la conservation, la compatibilité avec le contenant du produit, l'innocuité pour la peau, les yeux, etc. Donc forcément, on va pas le faire de manière illégale. On va le faire de la manière dont la loi nous dit de le faire. Donc voilà, c'est un peu une problématique. C'est très bien de vouloir mieux consommer, de se renseigner sur ce qu'on consomme, mais il faut pas non plus tomber dans les pièges du marketing ou voilà, parce qu'il y a tel label ou phrase que c'est la mode d'écrire qu'il faut suivre ça aveuglement et pas se poser d'autres questions. C'est vrai que souvent on entend parler du greenwashing, de se dire voilà, c'est ça, donc j'achète, mais au fait au final derrière faut quand même un peu chercher voilà. Après, je vais te demander, toi, ta marque, t'as décidé de labelliser non, les labels, après il y a tout type de labels. Pour moi, le label qui fait le plus de sens, c'est les labels bio. Il faut savoir que pour une petite marque, les labels bio, c'est complètement inaccessible. C'est beaucoup trop cher, c'est beaucoup trop contraignant, ça prend énormément de temps, il faut se refaire labelliser chaque année, c'est un cahier de charge très strict, ça coûte beaucoup d'argent. Pour une petite marque, c'est pas possible. Alors après, de nouveau, il y a plein de marques qui se disent bio. S'il n'y a pas un label bio sur la marque, c'est pas une marque bio. C'est faux. On n'a pas le droit de dire qu'on est bio si on n'est pas labellisé bio. Et à moins d'être une grande marque, on n'est pas labellisé bio. Après, en soi, c'est pas un regret pour moi parce que pour moi, les labels bio, oui, ils font sens. C'est quand même des labels qui sont exigeants, qui ont un certain cahier de charge. Après, ça ne veut pas dire qu'un produit bio est parfait ou ne va pas contenir des ingrédients qu'on n'a pas envie de voir dans notre produit. Je pense qu'au final, c'est quand même important d'apprendre à lire la liste des ingrédients et d'étudier la marque, en fait, juste de connaître l'histoire de la marque. Toi, comment tu fais pour choisir, quand tu décides de faire un nouveau produit, comment tu fais pour choisir tes ingrédients, les origines, qu'est-ce que tu mets en avant, en fait ?
Moi déjà, généralement mes formules, je les apprends dans des formations. Donc c'est des formules qui sont développées par un chimiste qui est spécialisé en cosmétique et notamment naturel. Pas toi. Donc c'est pas moi qui au pif, fait un truc parce que ça sent bon. Non, c'est sérieux la cosmétique. C'est quelque chose qu'on met sur la peau. Donc après oui, il y a des produits. Mon huile corporelle. Oui, j'avais fait à la base un mélange d'huile et je l'ai gardé depuis. Mais la plupart de mes produits, non, c'est vraiment un chimiste qui les a formulés pour s'assurer qu'ils soient stables, qu'ils soient pas nocifs et qu'ils soient efficaces surtout. Qu'ils puissent se conserver, ça c'est très important. Ouais. Et puis qu'ils soient efficaces aussi, de pas mettre des allégations au pif, sans que les effets aient été démontrés. Donc il y a déjà ça. Et puis après, évidemment, moi j'ai quand même une flexibilité vis-à-vis de la formule. Je vais quand même choisir l'odeur que je veux lui donner ou l'ingrédient que j'ai envie de mettre le plus en valeur. Et puis ça, je vais faire selon mes goûts, mes envies, ce qui me plaît. C'est beaucoup selon mes goûts au final. Je vais mettre les odeurs que moi je préfère, les ingrédients que j'aime le plus. Ouais. Voilà, c'est assez à l'instinct. Je vais pas aller étudier le marché et me dire le bambou c'est super à la mode en ce moment donc je vais faire du bambou. Non, c'est plutôt moi j'aime bien le bambou, je trouve que ce parfum là ils sont bons et voilà. C'est vrai, j'ai jamais senti le bambou. Il faudrait que tes produits. Ouais, je sais même pas si pour le coup mon produit au bambou il sent pas le bambou, il sent le lotus, mais ouais, je sais pas non plus ce que ça sent le bambou. Tes matières premières, comment tu fais pour les choisir? Alors, je les achète, je la joue safe. Disons que c'est que je les achète toutes chez un fournisseur en qui j'ai 100% confiance. Okay. Je sais que cette personne en question, je la connais, je la tutoie, je connais son prénom, je sais à quoi ressemble son stock. Je sais qu'elle choisit ses matières premières avec un chimiste qui s'assure qu'elles soient aux normes, qu'elles soient conformes à tout ce qu'il faut. Et donc voilà, j'achète tout chez elle, je sais que c'est qualitatif, que c'est sûr et que c'est aux normes. Et puis donc toi tu m'as dit que contrairement à ce qu'on entend beaucoup dans les magasins, etc., qu'il faut boycotter l'huile de palme, toi tu as décidé d'utiliser l'huile de palme. Oui. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi et puis expliquer Bien sûr. Pourquoi toi tu as décidé de L'huile de palme, c'est comme un peu toutes les problématiques, c'est une problématique complexe. C'est pas aussi simple que dire il y a de la déforestation à cause de l'huile de palme, donc il faut arrêter d'en consommer, point. Je pense qu'il faut se poser la question, déjà pourquoi on en consomme à la base. Oui, on en consomme parce que c'est l'huile la moins chère aujourd'hui sur le marché. Pourquoi c'est l'huile la moins chère sur le marché? C'est parce que c'est celle qui consomme le moins de ressources naturelles pour être produite. Donc là déjà c'est un point qui est essentiel à comprendre. C'est que aux avocats, excuse-moi, qui consomment typiquement, voilà, et qui sont super à la mode. Ouais. Enfin, ça c'est aussi quand même important à comprendre. Voilà, les grandes marques qui utilisent de l'huile de palme, c'est pas parce que c'est des méchants qui pensent qu'au profit. C'est l'huile qui est la moins chère, mais si elle est pas chère, c'est justement parce que elle demande pas énormément de ressources pour en produire 1 litre comparé à d'autres huiles. C'est l'huile la plus écologique, toute comparaison confondue. Après, oui, c'est l'huile qui est la plus responsable de déforestation parce que c'est l'huile qui est la plus consommée. Ouais. Mais si on remplace cette huile par une autre, par l'huile de tournesol, par l'huile de coco, le problème ne sera qu'aggravé en fait si on continue de consommer la même quantité d'huile végétale. C'est pour ça que dans des produits, donc moi je fais la distinction entre le domaine alimentaire et le domaine cosmétique. En cosmétique, à mon sens, le plus éthique, c'est de consommer naturel. Dans les cosmétiques naturels, on est obligé d'utiliser des huiles végétales. C'est ce qu'on utilise pour hydrater la peau, pour les textures, pour tout. C'est vraiment les ingrédients de base. Juste que je comprenne, l'huile, si tu veux la pas végétale, ce serait quoi comme huile? Alors c'est soit le pétrole, c'est des huiles minérales qui sont des dérivés du pétrole, qui est une ressource non renouvelable, donc non, c'est pas plus écologique. Soit ça se faisait jusqu'à un certain temps, mais ça se fait plus vraiment aujourd'hui pour des raisons évidentes. C'est les graisses animales. Ah ouais. Donc voilà, c'est un peu, c'est pas très sexy quoi. Et puis voilà. Et puis je suis pas sûre que ce soit plus écologique non plus. Quoi qu'à voir, parce que si c'est des déchets de l'industrie, en réalité ça pourrait être intéressant, mais ça se fait plus, les gens voudraient pas acheter des produits qui soient faits à base de graisse animale. Donc voilà, en cosmétique, on peut pas faire sans huile végétale. À partir du moment où on utilise une huile végétale, l'huile de palme, elle est pas moins intéressante qu'une autre d'un point de vue écologique. En alimentaire, la problématique est complètement différente, c'est que l'huile de palme en alimentaire, on la retrouve dans les aliments qu'on devrait pas vraiment manger, c'est les aliments, c'est la processed food, voilà, les aliments transformés, les biscuits, les plats préparés, les machins comme ça. Donc ça déjà, ces aliments, c'est pas bien d'en manger à la base. Donc c'est très facile de réduire sa consommation d'huile végétale en mangeant plus sainement, en mangeant plus de produits bruts, de fruits et de légumes tout simples.
d'aliments non transformés. Et là, on diminue notre consommation en huile végétale de manière générale. Et ça peut lutter contre la déforestation. Mais voilà, comme je te disais, si tu achètes un paquet de biscuits labellisés fièrement sans huile de palme, il y aura autre chose dedans. Tu peux pas faire de biscuits sans graisse. Qui aurait engendré plus de perte d'eau. Exactement. C'est comme la pâte à tartiner. Si tu veux acheter de la pâte à tartiner, tu peux acheter du Nutella. Hein. C'est pas, si tu prends une autre pâte à tartiner dans laquelle il y a de l'huile de tournesol, non, c'est pas plus écologique. Voilà. C'est juste qu'en fait, on consomme tellement d'huile de palme que proportionnellement, on pense que c'est la base. C'est ça. Mais en réalité, si on déplace cette consommation sur une autre huile végétale, on fera que déplacer le problème et même l'aggraver. Ouais. Donc il faut réfléchir un peu plus loin que ça. Et ça, des fois, c'est sûr que c'est moins sympa de se dire si on veut vraiment avoir un impact, il suffit pas juste d'acheter une pâte à tartiner sans huile de palme, il faut peut-être juste arrêter de manger de la pâte à tartiner. Ça, c'est quand même vachement plus compliqué. Voilà. Pas juste changer c'est ça. Et ça, c'est beaucoup plus difficile à mettre en place, ce genre de changement. C'est beaucoup plus sympa de se dire j'accomplis un acte de militantisme parce que j'ai acheté ce paquet de chips à l'huile de tournesol. Ouais. Mais non, c'est souvent un peu plus compliqué que ça. Et voilà, donc moi j'ai vraiment fait le choix de garder cette huile parce que c'est une très bonne huile en cosmétique. Pour les savons, c'est une huile super qui permet justement d'augmenter la durabilité du savon. Il va faire que c'est une huile qui va faire que le savon va moins vite se consommer, moins vite fondre, ce qui est aussi plus écologique qu'un savon qui fond en 2 semaines sous la douche. Ouais. Donc voilà, j'ai fait ce choix. Ça génère des fois des questions, des interrogations des gens, mais généralement quand j'en parle, ça ouvre le dialogue et franchement la plupart des gens, quand j'en parle avec eux, ils comprennent, ils voient bien que je suis pas là pour me moquer des gens. S'il y avait un réel problème, j'utiliserais une autre huile. Ça coûte pas beaucoup plus cher d'utiliser une autre huile. Ça, c'est aussi des fois un peu une misconception que les gens ont. C'est oui, ça a un léger impact sur le coût de revient d'un produit de prendre une autre huile, mais il y a des huiles qui coûtent presque la même chose. Hein. L'huile d'olive, ça coûte pas beaucoup plus cher. Donc non, c'est pas une question de coût. C'est vraiment que pour moi, je trouve que c'est important de pas faire de désinformation. En fait, j'ai pas envie de jouer sur des arguments marketing qui sont vides de sens. Ouais. Donc j'ai fait ce choix-là et puis je regrette pas. J'ai pas l'impression que ça fasse fuir tant de gens que ça. Et tes points de vente, tu vends dans des boutiques? Oui, alors je vends sur internet, sur mon site internet, et puis dans des boutiques, ça va être généralement des concept stores ou par exemple à Genève, à la boutique Archibald, c'est une boutique de cosmétiques naturels. Voilà, des fois des petites épiceries, bio-vrac, ce genre de choses. Donc surtout Genève. Surtout, Lyon, je crois, je t'ai vu. À Nyon, à Uluwatu. Oui, exact. Voilà, puis sinon, c'est surtout Genève, Vaud, Lausanne. Ouais. Et puis, un point de vente à Zurich. Okay, pour toute la Suisse allemande. Voilà. Un perturbateur endocrinien. C'est pétrochimique ou bien? Non, c'est vraiment enfin, ça dépend. Les huiles minérales, par exemple, qui sont dérivées du pétrole, c'est pas du tout dangereux pour la santé. C'est mauvais pour l'environnement parce que ça demande d'utiliser une ressource qui est non renouvelable, mais c'est totalement inerte pour la peau. Ça va pas du tout pénétrer dans la peau, ça aura un effet hydratant. C'est pas dangereux. Après oui, il y a certains ingrédients fabriqués avec de la pétrochimie qui vont être suspectés d'être perturbateurs endocriniens. Après, moi je suis toujours assez prudente avec ça, c'est que si un ingrédient est vraiment clairement identifié comme étant un perturbateur endocrinien, il est interdit. Ouais. Après, il y a des ingrédients qui sont suspectés de l'être potentiellement, donc certaines personnes préfèrent éviter. J'essaye de pas alimenter. Je trouve qu'on vit dans une société où les gens ont beaucoup trop peur de tout. Oui. Alors qu'au final, on est quand même à une époque où on n'a jamais vécu aussi longtemps. On est assez confortable dans notre vie pour la plupart. Parce qu'on est tellement confortable. C'est ça, typiquement, on l'a vu avec un peu ce qui s'est passé ces derniers mois. Je pense que la peur, c'est quelque chose de mauvais en soi. Après, toutes les émotions sont valables et ont une raison d'être. Mais je pense qu'aujourd'hui, les êtres humains ont trop peur de tout. Et dans tout ce qui nous affecte, disons, dans notre vie, tout ce qui affecte notre santé, tout ce qu'on mange, tout ce qu'on avale, l'air qu'on respire, le stress, nos émotions, notre famille, notre travail, c'est pas ta crème de jour qui va te tuer au final. Je pense que c'est important. Oui, c'est important de savoir ce qu'on consomme, de se renseigner, de savoir quelles sont les choses qu'on veut éviter ou non. Mais il faut pas non plus tomber dans une paranoïa. C'est pas parce que tu t'es mis une fois de la crème solaire. Peut-être que
j'ai le cancer du sein ou quoi parce que j'ai utilisé cette crème qui a été prouvée qui était mauvaise, plutôt que se dire c'est parce que j'ai eu un job pendant des années qui était stressant. C'est ça. Après oui, évidemment que ce qu'on met sur la peau, ça peut être un facteur qui contribue à certaines choses. Voilà, il y a beaucoup de gens qui sont convaincus que les déodorants, que les sels d'aluminium peuvent contribuer au cancer du sein. Il y a aussi beaucoup de gens qui sont convaincus que c'est pas le cas. Voilà, ça reste un débat. Et au final, je pense que voilà, si on est super épanoui dans sa vie, qu'on mange super bien, qu'on fait du sport, qu'on est super détendu, on peut se mettre du déo, ça va pas nous tuer. Voilà, je pense que c'est important quand même de pas se focaliser sur certaines choses de notre quotidien, quand même voir un peu les choses dans leur ensemble et oui, se poser des questions, mais pas non plus être traumatisé par tout ce qu'on fait dans la vie. Et puis, est-ce que tu aurais un argument pour les gens qui ont tellement l'habitude d'utiliser leur crème, par exemple, anti-rides, qui est un peu pétrochimique, et puis qui ne veulent pas se lancer dans la consommation bio ou un peu plus éco-responsable, soi-disant parce que, par exemple, c'est trop cher. Est-ce que tu aurais un argument pour les encourager à faire le premier pas? Donc pour fabriquer eux-mêmes leurs produits ou bien pour... Oui, ou alors simplement décider d'essayer quelque chose de différent, parce que moi je connais des gens, ils ont essayé une crème et c'est la crème matin, midi, jour depuis des années. Déjà, si quelqu'un a la chance d'avoir trouvé la crème qu'il adore matin, midi, soir, qui continue à l'utiliser en fait. De nouveau, enfin voilà, c'est pas parce qu'il y a un conservateur dedans que ça va la tuer. Enfin, si un produit nous fait du bien, si on l'aime, c'est bon. Enfin, tu peux utiliser ta crème. Après, si t'as vraiment envie d'en changer parce qu'elle te convient plus, parce qu'il y a vraiment quelque chose qui te dérange dedans, déjà, je pense que l'argument du prix, il est vraiment discutable. Il y a des marques naturelles bio qui sont pas si chères que ça. Tu regardes Velleda, c'est pas très cher au final. Alors oui, il y aura toujours moins cher, mais si c'est vraiment pas cher, demande-toi ce qu'il y a dedans aussi. Enfin, après, donc voilà, je pense que l'argument du prix il est vraiment discutable. On trouve énormément de cosmétiques, tout ce qu'il y a de plus conventionnel, qui sont beaucoup trop chers, et inversement, on trouve des marques naturelles bio qui sont vraiment tout à fait accessibles. Donc je pense qu'il faut surtout se renseigner, voilà, rechercher, aller voir des boutiques de cosmétiques naturels. Il y a du choix. Il y en a pour tous les budgets. Et si on n'a vraiment pas envie d'acheter ce genre de produit, on peut s'acheter un petit flacon d'huile végétale et puis se mettre son huile, quoi. Et puis pour quelqu'un qui voudrait essayer de faire ses propres produits, est-ce que tu as un conseil à faire ou ne surtout pas faire, toi qui as dû tester mille et une choses? Alors si on a envie de le faire, allons-y, c'est fun, c'est sympa. Un conseil que j'aurais donné, c'est de faire attention quand même à ce qu'on se met sur la peau. C'est pas parce que c'est nous qui l'avons fait dans notre cuisine que c'est super. Enfin, on voit de plus en plus de cas de gens qui font des réactions, notamment à cause des huiles essentielles, qui se disent « Ah, c'est super, c'est naturel, donc il n'y a pas de souci ». Non, voilà, c'est des médicaments, c'est des substances qui peuvent être dangereuses à certains dosages, selon lesquels, et qui ont des contre-indications. Donc voilà, c'est très important de se renseigner quand même sur ce qu'on fait, sur la concentration des huiles, sur voilà, s'il faut diluer une huile, de bien la diluer dans une huile végétale et pas dans de l'eau. Enfin voilà, vraiment se renseigner sur ce qu'on fait, parce qu'il y a de plus en plus de problèmes liés à ça. Il y a de plus en plus de gens qui fabriquent leurs cosmétiques eux, ce qui est super sympa en soi, mais il y en a aussi beaucoup qui font du coup n'importe quoi, et voilà, faut faire un peu attention quand même, surtout j'ai envie de dire avec les huiles essentielles. Les huiles végétales, vas-y, au pire t'auras la peau grasse, voilà, c'est pas grave, mais les huiles essentielles, faire attention quand même. Ok, d'accord. Et comment ça se passe pour la production de fabrication d'une entreprise qui se veut naturelle et écolo? Donc le côté naturel et écologique? Moi je pense souvent donc aux clients en fait, qui veulent quelque chose de naturel mais qui veulent quelque chose d'écologique, donc tu as quand même le packaging à fournir, parce que je crois que dans la cosmétique tu es obligé de mettre les ingrédients, le dosage, je crois que c'est hyper bien sûr. Restreignant, je sais pas si ça se dit. Contraignant. Contraignant de faire un packaging pour la cosmétique. Oui. Comment tu peux jongler entre quelque chose d'écologique, donc pas avec packaging je dirais, et puis quelque chose d'écologique? Alors déjà, je pense qu'il faut se demander ce que ça veut dire le mot écologique et d'où vient l'impact écologique d'un produit. C'est vrai qu'aujourd'hui, le consommateur, il se focalise énormément sur le packaging. Il y a toute cette mouvance zéro déchet. C'est beaucoup ce qu'il voit. Mais il faut bien comprendre que dans un produit cosmétique, ce qui a le plus d'impact, c'est déjà les ingrédients, leur fabrication. Après, il y a aussi le contenant en soi. C'est pas seulement le fait, disons, la provenance ou le fait que ce soit du plastique ou du verre. Enfin, tout contenant va avoir un impact écologique, même le verre. Et oui, après, il y a le carton, il y a ce qui va autour, mais il y a aussi tout le reste que le
consommateur ne voit pas. C'est-à-dire, par exemple, j'ai beaucoup de gens qui me demandent, moi j'ai commencé à mettre des étuis en carton autour de mes flacons en verre, notamment pour pouvoir y noter toutes les obligations légales, aussi pour raisons esthétiques, mais aussi parce que quand on envoie des flacons en verre tout simple dans un colis, on est bien obligé de mettre des choses entre les flacons pour pas qu'ils s'entrechoquent et qu'ils se détruisent pendant la livraison. Et donc il faut bien se dire, parce que moi j'ai souvent des gens qui me demandent « Ah mais c'est écologique, pourquoi t'as mis des étuis carton ?» Quand t'as un flacon en verre tout seul sur un étalage, il y avait quelque chose autour à un moment donné. C'est juste que le magasin il l'a jeté avant de le mettre sur l'étalage. Mais ça veut pas dire qu'il y avait pas de protection autour. Au contraire, même souvent il y a même des plus grandes protections parce qu'un petit étui carton il va être fait mesure spécifiquement pour le produit. Alors que si on a juste des flacons lâchés comme ça dans un carton, il va falloir mettre beaucoup de rembourrage, éventuellement du papier bulle ou des choses en plastique pour le protéger. Donc voilà, il faut aussi se demander quand même qu'est-ce qu'il y a d'autre que ce qu'on voit sur l'étalage et pas juste se focaliser sur le contenant. Et après, je pense qu'il faut aussi bien garder en tête qu'il n'y a pas de consommation parfaite. Si on veut avoir zéro impact écologique, il ne faut pas utiliser de cosmétiques, il ne faut pas manger, il ne faut pas s'habiller et il ne faut pas vivre. Tout ce qu'on fait aura forcément un impact écologique, même si c'est bio, même si c'est naturel, même si c'est le mieux possible. Donc je pense qu'il faut essayer de faire au mieux. Pour moi, si on fait du naturel, on est forcément dans quelque chose de plus écologique que le conventionnel parce que on va être généralement sur des produits biodégradables, ce qui est important. Et voilà, et après on peut essayer de regarder d'autres choses. Est-ce que le packaging est en verre ? Le verre c'est recyclable à l'infini, ça demande pas d'utilisation de plastique, etc. Mais sans non plus se dire que c'est bon, c'est un flacon en verre donc je sauve le monde en achetant ça. Non, ça aura quand même un impact écologique. C'est sûr. Donc toi tu as décidé d'utiliser du verre parce que justement c'est recyclable et puis d'utiliser du carton pour protéger correctement le produit. Parce qu'au final si le produit se brise c'est pas très écologique non plus. Voilà. Donc c'est aussi important quand même de protéger la matière qui est dans le produit. On est obligé et pour ça il faut passer par le packaging, c'est obligatoire. Et au tout début tu as parlé que tu avais décidé de déléguer une partie de ta production à une entreprise. La production, la partie savonnerie. Ouais, la partie savonnerie. Donc tu as décidé dans une entreprise dans le canton de Vaud. Oui, c'est une savonnerie dans le canton de Vaud. Ok, et toi tu leur donnes en fait ce que tu veux. Puis ils ont ma formule et puis c'est eux qui s'occupent vraiment de la fabrication du savon. Ok, c'est dingue. Moi j'ai l'impression que des fois les savonneries c'est à Marseille et puis... Ouais, il y en a plus beaucoup, mais des artisanales il y en a plus beaucoup, mais oui, il y en a quand même. Ouais. T'avais une matière première aussi, je crois, qui vient de la région, je me trompe. La cire d'abeille, non ? Pas du tout. Alors la cire d'abeille, elle est relativement locale, elle vient de France. Ouais. Mais oui, j'ai des ingrédients qui viennent d'Europe. Après de Suisse, je suis pas sûre. Non, je pense que le plus proche c'est plutôt France. Parce qu'il y a beaucoup de choix. Hein. Ouais, voilà, c'est ça, il y a plus de choix et puis au niveau des coûts c'est quand même vachement plus intéressant et puis ils sont pas si loin que, au niveau de l'impact du transport, c'est pas. C'est vrai que des fois, il vaut mieux acheter quelque chose en France qu'au fin fond de la Suisse. C'est ça, parce qu'après, c'est vrai qu'il y a tellement de choses à prendre en considération que j'ai l'impression que tu pourras toujours essuyer des critiques de quelqu'un qui dira oui, mais le verre, ton bouchon, il est toujours en plastique, donc c'est pas souvent écologique. Donc, comme j'ai dit, il n'y a pas de consommation parfaite. Personne, moi j'ai vraiment pas la prétention de dire que je fais tout juste. Personne ne fait tout juste. Si on veut faire tout juste, il faut s'ouvrir les veines et arrêter de vivre. Tu vis, tu auras forcément un impact sur ton environnement. Hein, Mais c'est bien d'être conscient de se dire je fais au mieux et puis je suis ok avec ça. On peut essayer de faire les meilleurs choix possibles avec les connaissances qu'on a sur le moment. Et puis ça aussi, ça évolue tout le temps. Hein. On se rend toujours compte qu'il y a des choses sur lesquelles on s'est trompé, qu'en fait on peut faire ça. Il y a aussi des nouvelles alternatives qui se forment. Et je pense que c'est important de faire au mieux, mais sans non plus être dans un délire du moi je fais tout parfait parce que je mange pas de Nutella. Enfin, non, personne ne fait tout parfait. C'est vrai que les gens, souvent, sous prétexte que tu as arrêté le Nutella, t'as vite donné. C'est ça, ils ont l'impression d'être des c'est ça. Voilà, moi j'ai un peu du mal avec cette attitude-là de comme tu dis, moi j'ai décidé de faire tel et tel choix dans ma consommation, du coup je fais mieux que tout le monde et je me permets de juger les autres. J'ai un peu de mal avec ça parce qu'au final on peut toujours trouver quelque chose à redire sur tout le monde. C'est pour ça que souvent, moi par exemple j'ai arrêté depuis un moment la viande
Puis dès que je dis ça, les gens ils sont c'est bon, tu vas pas nous casser les pieds. Non mais j'ai rien dit en fait. Je pense que oui, c'est pas forcément un jugement, de leçon, que maintenant c'est les autres, il y a certaines personnes qui, sous prétexte que tu manges pas la viande, et tu vas leur faire tout un blabla. Ouais, c'est ça. C'est aussi quelqu'un qui va consommer naturel ou boycotter l'huile de palme, mais continuer de manger du bœuf, j'en fais partie. Enfin voilà, je trouve ça toujours drôle de dire on boycotte l'huile de palme, on est fou par rapport à l'huile de palme parce que ça cause la déforestation. Ton burger il cause beaucoup plus de déforestation que l'huile de palme, donc voilà. Enfin, voilà, on peut pas faire tout parfait. On est des êtres humains, on vit, voilà, c'est normal. Moi je me demandais comment tu trouves tes idées d'association, de mélange, etc. Ouais, comme je disais avant, c'est beaucoup selon mes goûts, mes envies. Voilà, moi j'aime bien, je fais des essais, je regarde ce qui me plaît, et voilà, et si ça me plaît, je le fais. Voilà, je vais très peu au final réfléchir. Après oui, évidemment, je prends quand même en compte les suggestions des gens ou les envies qu'on me donne, etc. Mais au final, je vais vraiment à l'instinct et voilà, j'essaie de faire quelque chose que j'aime. Je pense que il n'y a rien de pire que de vendre quelque chose qu'on n'aime pas en fait. Ouais. Donc voilà, je fais beaucoup selon mes goûts et puis je me dis que ça plaira bien à quelqu'un d'autre aussi. Toi-même, donc tu consommes tes propres produits. Bien sûr, ouais. Oui, bien sûr, tous. Et puis ton produit chouchou, c'est quoi? Le sérum au bambou. Ah oui, ouais, le fameux. Ouais, non, j'aime trop ce sérum. Il faudra que je l'essaye. Et puis, on parlait d'entrepreneuriat au tout début. Oui. Est-ce que tu as des conseils à donner aux gens qui veulent se lancer dans quelque chose un petit peu... pas farfelu, mais quelque chose où ils n'étaient pas destinés, où ils sont pas pris une formation pour ça. Je pense que c'est ça déjà au départ, c'est de faire une formation pour ça. Voilà, je pense qu'il faut prendre ce genre de projet, disons, au sérieux le plus possible. Voilà, pas se dire je fais des produits parce que ça sent bon, mais j'ai aucune idée de ce que je fais. Enfin, après, tout dépend évidemment du domaine dans lequel on se lance, hein, mais voilà, se rendre compte si on fait un produit qui peut avoir un impact sur les gens, de faire ça correctement, de faire des formations, de se renseigner sur le juridique, sur tout au préalable, de voir si c'est faisable aussi, parce qu'il y a des domaines beaucoup plus compliqués que d'autres, selon la législation du pays dans lequel on se trouve, selon ses propres capacités, selon ses envies, etc. Et donc voilà, de vraiment bien préparer son projet, et puis ensuite d'essayer de... Pour moi, disons, ce qui a fonctionné, après je sais pas si c'est quelque chose que je peux vraiment appliquer aux autres, c'est que j'ai l'impression que souvent j'entends des gens autour de moi me dire moi j'adorerais lancer mon entreprise, et puis tu leur dis mais t'aimerais faire quoi? Je sais pas. Puis ils ont aucune idée. Et je pense que si t'as pas une idée, t'es pas prêt pour lancer une entreprise. À moins, alors oui, tu peux, si t'es richissime et puis que tu es dans un capitalisme de base, que tu fais une étude de marché, ok, tel domaine ça marche, il faudrait lancer tel produit, et puis t'es dans une démarche vraiment en chiffres, pourquoi pas. Mais je pense que, pour moi, c'était vraiment ça. Je me suis jamais dit, j'aimerais devenir entrepreneur, j'aimerais créer une entreprise. Ta passion, puis après. Voilà, c'est venu naturellement, et c'était une évidence. Et du coup, à partir de là, c'était en très gros guillemets simple. J'avais mon idée en très gros guillemets, sinon c'est pas simple, mais voilà, je pense que c'est déjà ça, c'est que je pense que ça sert à rien de se dire j'aimerais être entrepreneur, il faut que je trouve une idée, parce que au final si on se force, c'est ça, dans 2 ans tu recommenceras plus le début. C'est ça va pas après. C'est peut-être pas forcément, c'est peut-être pas forcément un bon conseil, hein. Je suis sûre qu'il y a des gens qui y sont arrivés comme ça, mais je pense qu'au final quand il y a quelque chose que tu es censé faire, il y a un moment donné où ça vient à toi. Faut pas forcer les choses, quoi. Et donc voilà, ce serait ça. Est-ce qu'il y a quelque chose de positif qui sort de ce corona que tu peux t'apercevoir, si tu devais retirer un truc de positif de cette situation? Je pense que c'est vachement dur de répondre à cette question, parce que il y a tellement de choses qui se mélangent et puis qu'on sait pas en fait encore. Moi, un point que j'ai trouvé positif au moment vraiment du pic du confinement, de tout ça, c'était que j'avais vraiment l'impression qu'il y avait un élan un peu de solidarité envers les petites marques. C'est vrai que moi j'ai eu la chance d'avoir été très peu affectée par l'aspect santé du truc. Voilà, j'ai pas été malade, j'ai eu personne dans mon entourage qui était malade, j'ai pas de personnes âgées dans mon entourage, donc je me faisais de soucis vraiment pour personne à part pour le monde de manière générale. Mais donc moi ce qui m'a vraiment concernée, c'est l'aspect entreprise, quoi. Comment ça a affecté mon business, comment ça a fermé mes points de vente, etc. Et c'est vrai
vrai que pendant le confinement, j'ai vu vraiment un pic de mes commandes en ligne. J'ai reçu énormément de super gentils messages. C'est vrai que je communique toujours régulièrement avec mes clients, mais là, pendant le confinement, c'était vraiment... j'ai reçu plein de super gentils emails, super gentils commentaires. De crise, c'est là qu'en fait, l'humanisation a repris un élan. Ouais. Donc ça, c'était hyper positif. Après, voilà, je sais pas si c'est quelque chose qui va durer. Je sais pas si... On oublie vite. Voilà, je sais pas. Mais peut-être que non. Enfin, je sais pas. Je pense que... je sais pas. Je pense qu'il y a quand même des gens qui... C'est vraiment un niveau très individuel. Je pense qu'il y a quand même une partie des gens qui ont profité de cette période pour peut-être faire le point sur leur vie, peut-être réfléchir, peut-être prendre certaines décisions positives. Et que ça, peut-être que ça aura un impact global positif. Après, il y a aussi des gens pour qui c'était juste super dur. Enfin, voilà, si on a un restaurant, si on a une arcade, et puis pour les petits, enfin, moi je suis très entourée d'indépendants, de petites marques. Il y en a pour qui c'était vraiment dur. Enfin, si on a une arcade, un restaurant, une petite boutique, il y en a pour qui c'était vraiment juste dur et qui n'ont pas forcément eu le luxe de profiter de cette période pour se dire, c'est le nouveau normal. Donc j'ai un peu du mal à avoir le positif comme le négatif, parce qu'au final, j'ai l'impression qu'on sait pas vraiment, comment ça va nous affecter dans un an, et avec le recul, on sait même pas si ça se trouve il y aura une deuxième vague, ça se trouve il y en aura pas, c'est encore difficile à dire. Alors on arrive gentiment à la fin, je vais te poser quelques petites questions sur toi pour que les auditeurs ils te connaissent un peu plus. Quel est ton plus grand souhait? Oula. La question piège. C'est d'être heureuse. Ah, c'est bien ça. Non, mais oui, au final. Mais je suis heureuse. Non, je sais pas, moi, j'ai pas un but précis, un rêve précis. Je pensais globalement, j'ai envie d'être bien dans ma vie, d'avoir un impact positif sur ma société, ma planète. De faire des enfants qui seront heureux et qui auront un impact positif sur leur planète. J'ai des rêves assez, entre guillemets, simples. J'ai juste envie d'être bien, de bien manger, d'être en bonne santé et puis d'avoir une famille, quoi. Si tout le monde avait les mêmes rêves que toi, je suis sûre qu'on irait mieux. Hein. La deuxième question, c'était quelle est ta bonne action pour la planète? Je pense que c'est plus une manière de vivre. J'essaye de manière générale de réfléchir à ce que je fais. Après on en a beaucoup parlé, je pense que rien n'est parfait. Je pense que je pense pas que ce soit très positif de se lancer des fleurs en disant j'ai arrêté de manger tel produit, donc c'est bon, je suis un bon samaritain. Mais j'essaye vraiment au quotidien dans tout ce que je fais, dans tout ce que j'achète, dans mon métier, de faire le plus attention possible. De te faire plaisir tout en étant conscient j'ai pas l'impression de me priver de quoi que ce soit, je vis, mais j'essaye de faire le choix que je trouve être le plus juste dans un peu tout au quotidien. D'accord. Et quel est ton péché inavouable? C'est que je mange un petit peu trop quand même. La nourriture. Mais c'est ça. Et c'est pour ça que j'arrive pas à être végétarienne et j'ai honte parce que pour moi ça comme tu l'as dit. Oui, assez répété, mais c'est vrai que être dans une démarche à fond écologique et manger de la viande, je trouve que ça fait pas énormément de sens. Moi, je pars du principe si c'est quelque chose ça te fait plaisir. À côté, en même temps, t'es quelqu'un, j'ai l'impression qui consomme hyper local, t'es conscient. Oui, j'essaie de faire attention.